Salut l'équipe, c'est Lobalist. On en parle de plus en plus, la Coupe du Monde est désormais dans moins d'un an. Il ne reste plus qu'une saison pour que l'équipe de France affine ses réglages avant de rentrer dans l'arène et de disputer son premier match d'inauguration face à la Nouvelle-Zélande. Et alors que Galtier et son staff règlent les derniers détails, les noms des joueurs pressentis pour participer à cette aventure se précisent de semaine en semaine. Et certains seront inévitablement laissés sur le carreau, c'est la cruelle loi du sport. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous parle du sponsor de la vidéo. Alors je suis pas sûr que vous en ayez déjà entendu parler parce qu'ils sont assez discrets sur YouTube, il s'agit de NordVPN. Si tu sais pas encore ce que c'est qu'un VPN, ce dont je doute vu comment aujourd'hui son utilisation est aussi généralisée que l'introduction des demi-mêlées directement dans les pieds des deuxièmes lignes, mais en gros il s'agit d'un réseau privé virtuel qui te permet d'avoir un accès privé et sécurisé à internet. Et l'avantage d'avoir NordVPN, c'est que tu peux te connecter depuis n'importe quel pays du monde, ou presque. Alors on sait que c'est hyper pratique pour pouvoir voir les catalogues Netflix, Disney+, Amazon qui sont pas forcément accessibles directement en France, mais par rapport au rugby c'est aussi hyper pratique lorsqu'on est à l'étranger et qu'on veut regarder les matchs des Bleus, donc 6 nations, tournée, Coupe du Monde. En 2019, lorsque j'étais en Erasmus en Écosse, c'est comme ça que j'ai pu suivre les Bleus lors de la Coupe du Monde et lors du tournoi qui a suivi, parce que ouais, les chaînes comme TF1 ou France 2 bloquent les connexions qui viennent de l'étranger, tu peux pas tout simplement te connecter à leur site et regarder les matchs, non, ça y bloque. Mais avec NordVPN, t'as pas ce problème, tu vas dans la liste des serveurs, tu prends la France, tu lances ton match, tu t'ouvres une bière et hop, t'es peinard. Et un autre avantage d'utiliser NordVPN, c'est bien évidemment la sécurité, puisque ton activité en ligne est chiffrée et que personne ne peut intercepter tes données. Et c'est notamment très utile dans la vie de tous les jours lorsque tu te connectes à un Wi-Fi public pour éviter les attaques malveillantes. En plus, en ce moment, grâce à mon lien et mon code qui sont en description, tu bénéficies de 4 mois gratuits sur l'engagement de 2 ans, ce qui revient à 2,88€ par mois. En gros, c'est moins cher que le demi au stade. Je te mets toutes les infos en description et en commentaire, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Donc comme je le disais en intro, la Coupe du Monde arrive à grands pas, tout le monde n'aura pas sa chance et certains jouent gros cette saison. D'abord, on a les blessés. On sait qu'Arthur Vincent s'est de nouveau blessé gravement au genou, c'est une sacrée rechute. Ça fait chier parce que c'est un joueur polyvalent, il peut jouer ailier ou centre et c'est une véritable assurance tout risque sur le terrain. Et les nouvelles ne sont pas forcément très rassurantes parce qu'on parle d'une convalescence d'1 an, ce qui devrait logiquement lui faire louper le coche pour la Coupe du Monde. C'est moche, hein, il a à peine 23 ans, 2 blessures graves au genou, ça peut laisser poser des questions pour la suite de sa carrière. Dans le même genre aussi, on a François Cros qui a fait une rechute, il s'est de nouveau blessé à son genou lors de la première journée de top 14. Il avait réussi à échapper à l'opération en se reposant à l'intersaison, mais là pour le coup il est de nouveau absent pendant 3 mois. Il va louper la tournée de novembre, c'est un coup dur qui arrive au mauvais moment pour le 3ème ligne toulousain. Toujours à Toulouse et toujours au niveau du genou, Cyril Baille est touché au tendon rotulien et il ne devrait pas être en mesure de revenir pour la tournée non plus. Sa situation par rapport au 15 de France est je pense moins préoccupante que celle de François Cros parce qu'il est considéré comme indéboulonnable, c'est le numéro 1 à son poste et il y a un peu moins de concurrence qu'en 3ème ligne, mais en tout cas on espère qu'il va bien se remettre. À la pile on a encore de la casse avec Bamba, lui aussi blessé au genou. Le droitier lyonnais est écarté des terrains pendant facilement 4 mois encore, après une blessure contractée lors de la tournée au Japon. C'est même pas sûr qu'il soit vraiment remis pour les 6 nations, et donc il est engagé dans une véritable course contre la montre. Et enfin, ça vient de tomber cette semaine, Gabin Villière, lui aussi vient de déclarer forfait pour la tournée de novembre. Touché à la cheville, l'ailier toulonnais a dû passer par la case opération, et il ne sera de retour sur les terrains que fin novembre, ce qui est trop juste pour pouvoir participer à la tournée. Et si on veut continuer avec les blessés, mais un peu moins grave, on a Romain Ntamak et Gaël Fickou qui devraient faire leur retour prochainement normalement, et si tout va bien, ils devraient être là pour pouvoir disputer la tournée. Et donc maintenant, quels sont selon moi les joueurs qui ont gros à jouer cette saison pour pouvoir accrocher une place dans le groupe France pour la Coupe du Monde? Et on va faire un petit tour d'horizon poste par poste. En première ligne, je pense que Paiva et Wardy sont deux gauchers qui sont dans l'œil du sélectionneur français depuis un petit moment. Ils n'ont pas encore eu la chance d'enfiler le maillot bleu, mais à mon avis ça ne saurait tarder puisque Baye, comme je l'ai dit, est toujours absent et donc il y a une place de remplaçant à aller gratter aux côtés de Jean-Baptiste Gros. Et donc je pense que l'un ou l'autre devrait être sélectionné durant la tournée. À moins que l'on ne fasse appel à Danny Priso qui a fait son grand retour en bleu lors de la tournée au Japon, on voit qu'il y a quand même du monde. Au talon, derrière Movaka et Marchand qui sont les deux cadors du poste en équipe de France, il manque cependant un 3ème larron. Le premier en tête, c'est Bourgarit. C'était lui le second talon au Japon, il sort d'une grosse saison avec La Rochelle, champion d'Europe, tout ça, et son équipe enchaîne les bonnes performances en top 14 dans ce début de saison. Mais on a
aussi Gaëtan Barlow qui peut toujours faire son retour, et dans une moindre mesure Teddy Bobigny qui avait déjà assuré l'intérim durant l'Automn Nation Cup en 2020 et qui cherche à se relancer et à gratter du temps de jeu à Toulon cette saison. Quant à Kamisha maintenant, j'ai bien peur que ses blessures récurrentes n'aient raison de ses chances d'être appelé. À droite de la mêlée, si Antonio et Awas ont les faveurs du sélectionneur, il reste une place à prendre en l'absence de Bamba. Personnellement, je pense pour le bordelais Sipili Falatea qui a joué au Japon, mais on peut aussi mentionner Wilfried Hunkpatin qui avait été pressenti pour être l'un des suppléants au poste il y a de ça 2 saisons avant de progressivement disparaître des plans du sélectionneur, mais encore tout reste possible. En deuxième ligne maintenant, on est assez bouqué avec 2 attelages, 2 paires qui me semblent assez complémentaires. D'un côté, on a les polyvalents Woki et Flamand qui se positionnent pour le numéro 4, tandis que les puissants Willem C et Tao Fifenua, eux, trustent le maillot 5. Et donc les joueurs qui pourraient bousculer cette hiérarchie, j'en vois peu en vrai. Le Roux est éloigné des terrains pendant 6 mois, Palu et Jolmes n'ont pas forcément su concrétiser les espoirs qu'on plaçait en eux, Pesanti doit encore se relancer au Stade français après une saison quasi blanche au Racing. Ah si, on peut s'intéresser au cas de Thomas Lavaux, qui est voilà champion d'Europe, qui a joué avec La Rochelle et qui a participé lui aussi au Japon. Bref, dites-moi si vous avez d'autres idées de challenger qui pourraient venir bousculer la hiérarchie, parce que pour ma part, pour ce poste, les cartes sont déjà largement distribuées, sauf cas de blessure. En troisième ligne maintenant, c'est la foire. On a vraiment beaucoup de bons joueurs qui peuvent prétendre à une sélection. Et en plus, la blessure de Cross d'une part et le passage de Woki en deuxième ligne d'autre part a ouvert de nouvelles opportunités. Je pense que Jelon et Aldrit sont évidemment les titulaires en puissance, mais il y a quand même pas mal de monde qui se bouscule au portillon pour venir occuper une troisième place. D'abord, on a Olivon qui était capitaine avant de se blesser, qui était capitaine au Japon et qui essaie de retrouver son statut de leader au sein du 15 de France. Ensuite, Makalou, trimballé de flanqueur à numéro 8, à même ailier parfois. Alors oui, il pêche souvent par son inconstance, mais cependant, je pense qu'il reste assez présent dans l'esprit de Galtier. Sa polyvalence est un véritable atout lorsqu'on construit une feuille de match. C'est peut-être pas un titulaire, mais en tant que remplaçant, en tant qu'impact player, il peut être vraiment très intéressant. Sinon, en numéro 8, on a Tanga qui jouait titulaire au Japon et qui a plutôt donné satisfaction. Tolofua aussi reste une option, on lui a pas encore vraiment donné sa chance en bleu. Personnellement, j'ai toujours été impressionné par la qualité de ce joueur, par sa gestuelle, par sa puissance lorsqu'il joue à Toulouse, mais c'est vrai que son problème c'est qu'il est pas toujours constant. Sinon, j'ai failli oublier, mais il y a Dylan Cretin, qui est l'un des joueurs les plus utilisés de l'ère Galtier, et qui risque sûrement d'être le titulaire aux côtés de Jelon et d'Aldrit. Salut, je me permets de couper un petit peu la vidéo, donc là je suis en plein montage, et justement sur Dylan Cretin, en montant ça, je me suis dit, tiens c'est bizarre, je l'ai pas vu jouer depuis le début de l'année, et il a fait que, en fait, un match en 6 journées, donc je sais pas trop s'il est blessé, j'ai pas eu trop d'informations par rapport à ça. Donc je suis pas sûr en fait qu'il soit si dans la course que ça, en tout cas pour la tournée, et je pense que ce sera plutôt Olivon qui va tenir le haut du pavé. Voilà. Donc on voit que ça fait déjà pas mal de monde, et encore, je parle pas d'Ibrahim Diallo, de Vern Taillefer, d'Ituria aussi qui revient en force avec Clermont en ce début de saison. Je suis sûr que j'en oublie encore quelques-uns, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées. Et avant de passer aux arrières, j'en profite pour faire une petite pause pour vous rappeler de vous abonner si c'est pas déjà fait. Sachez que vous êtes près de 50% à me suivre régulièrement sans être abonné. Or c'est hyper important pour que je continue à avoir une bonne visibilité sur YouTube et que je puisse continuer à être mis en avant par la plateforme. Donc on s'abonne, on active la cloche, on like, un petit commentaire pour le référencement, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Bon, à la mêlée, on sait que les rôles sont à peu près fixés. On a Dupont qui est là, c'est Dupont, personne ne le touche. Et ensuite, on a Lucu qui est le parfait remplaçant pour gérer les fins de match, mais on n'est pas à l'abri d'une blessure, et on va voir qu'il y a plein de joueurs qui peuvent tenter leur chance pour être le 3e numéro 9. Je pense notamment à Kuyu, auquel le staff a fait appel plusieurs fois, notamment lors des tournées en Australie et au Japon. En plus de Dupont et de Lucu, c'est pour moi le demi de mêlée le plus proche du 15 de France actuellement. Après, on a Baptiste Serin qui peut encore prétendre à accrocher le wagon. Tout va dépendre de la saison qu'il va sortir à Toulon. Sinon, on peut aussi penser à un jeune prometteur, Nolan Le Garec, Arthur Colli, Bergeon du côté de La Rochelle ou même Arthur Retière. On voit qu'on manque pas de talent à ce poste. À l'ouverture, maintenant, Ntamak s'est imposé comme le 10 principal la saison dernière, devant un Jalibert qui a longtemps été blessé, même s'il n'est pas à l'abri du retour de Carbonel ou d'Astoy, qui ont tous les deux signé dans de grosses écuries de top 14 et qui font un plutôt bon début de saison. En tout cas, ça va être intéressant de voir cette lutte pour le numéro 10, et c'est peut-être moins fixé que l'on ne le pense, sachant aussi que Thomas Ramos, par sa polyvalence, est une option pour le sélectionneur, qui peut le mettre sur le banc pour pouvoir suppléer l'arrière ou l'ouverture. Donc on voit que là aussi, on a plein d'options possibles. Au centre maintenant, la retraite forcée de Vakatawa pour des raisons cardiaques, ainsi que la blessure longue de Vincent, ne sont pas anodines et ouvrent des places au milieu de l'attaque tricolore. Pour le moment, ce sont plutôt Ficou et Danti qui tiennent le rang, même si Moefana est pas loin derrière, il sort d'un gros tournoi, d'une bonne saison avec l'UBB et d'une tournée au Japon. Pourtant, malgré ça, malgré ces 3 joueurs de qualité, je trouve que c'est pas le poste où on est le plus riche et où on est le plus serein. On a toujours l'option de remettre Penaud au centre, ce qui serait pas déconnant. Sinon, les jeunes Jules Favre,
Tanivili et Louis Lebrun ont sûrement un coup à jouer. Louis Lebrun d'ailleurs que je mentionne dans cette vidéo, allez la voir si c'est pas encore fait. À l'aile, maintenant, c'est peu de dire que ça se bouscule au portillon. Déjà, là, en ce moment, pour remplacer Villiers et pour accompagner Penaud pour la tournée, c'est pas les candidats qui manquent. Lebel se place certes en première position, mais il n'est pas à l'abri du retour de Teddy Thomas et même de Raka, qui revient en forme avec Clermont. Et du côté des autres challengers, on a Arthur Retière et Vincent Rattez, mais il y a aussi le Bayonnais Rémi Baget, ou même Enzo Rebier, qui évolue à Oyonnax, et on connaît le penchant qu'a Galtier pour ses ovnis, pour ces joueurs qui viennent un petit peu de nulle part, qui sont pas forcément connus du grand public, donc peut-être Enzo Rebier, la grosse surprise, il a été pris dans le groupe pour le Japon mais il a pas joué. Et tout ça c'est évidemment sans mentionner le fait que Moefana et Ficou peuvent facilement glisser à l'aile en cas de problème, donc je trouve qu'on est assez solide sur ce poste. Enfin, au poste d'arrière, on sait que la hiérarchie peut vite basculer. On a d'abord eu Boutier, puis Dulin et maintenant c'est Jaminet qui tient le maillot flanqué du numéro 15. Pour autant, ça pousse pas mal derrière lui avec bien sûr Thomas Ramos qui est une option plus que crédible. Lui aussi il s'est parfaitement buté et sur de très longues distances. On va voir ce que la cohabitation de ces deux joueurs va donner à Toulouse sur le long terme. Ils seront challengés cette saison par le Toulonnais Aymeric Luc et le Bordelais Romain Buros. Même si je pense que Boutier ne doit pas être trop vite enterré, et par contre Dulin, malheureusement, je pense qu'il ne fait plus vraiment partie des plans du sélectionneur. Donc voilà, poste par poste, les joueurs qui je pense ont des cartes à jouer cette saison pour accrocher le wagon de la Coupe du Monde. J'ai essayé de faire une large revue d'effectifs, en tout j'ai mentionné presque 70 joueurs, mais c'est sûr que j'en ai oublié quelques-uns, j'ai pas pu tous les citer, donc si vous avez d'autres noms en tête qui sont pertinents, l'espace commentaire est fait pour ça. Et avant de conclure et de terminer la vidéo, j'aimerais vous parler un peu de mon inquiétude, c'est un peu une réflexion comme ça à la volée, de mon inquiétude donc sur le risque de blessure et de mes formes. Bon évidemment tous les week-ends j'ai un peu peur que Dupont se pète et ne se relève pas, mais j'ai l'impression que Mola le gère plutôt bien, qu'il lui laisse des temps de récup etc. Même si Toulouse va sûrement encore être en phase finale cette saison, en top 14 et en Coupe d'Europe, et que Dupont va se retrouver à jouer 30 matchs au cours de la saison, cette réflexion vaut pour Ntamak mais aussi pour Lucu, pour Jalibert etc. Mais perso le joueur qui m'inquiète le plus, c'est Aldrit. Pourquoi Aldrit? Déjà parce qu'il est assez peu ménagé par son staff, il joue quasiment tous les matchs, enfin pour l'instant il a joué tous les matchs depuis ce début de saison, et je pense que son club va aussi être en phase finale en top 14 et en Coupe d'Europe, donc tout ça fait qu'il enchaîne les rencontres à un rythme qui est assez monstrueux, mais surtout son style de jeu ultra frontal est je pense assez traumatisant pour son corps. Et j'ai peur qu'au bout de 3 saisons à jouer au plus haut niveau et à s'envoyer à 200%, et ben ça finisse par lâcher, que ce soit physiquement ou mentalement. Et j'ai un petit peu le même sentiment pour Jelon, parce qu'il a un style de jeu qui est assez similaire, il s'envoie comme un débile, en plus souvent il se protège pas en engageant la tête du mauvais côté, en plaquant avec la mauvaise épaule, etc. Donc on n'est pas à l'abri qu'il fasse un gros KO ou qu'il se fasse sauter une épaule. Ouais, je pense qu'il y a des joueurs comme ça qui vont tirer sur la corde jusqu'au bout, et j'ai peur qu'ils pètent avant d'arriver à la Coupe du Monde. Bref, c'était une petite réflexion comme ça que je voulais caser, dites-moi ce que vous en pensez. La saison qui arrive est très excitante parce qu'on va voir des joueurs s'envoyer à 200% pour absolument taper dans l'œil de Galtier, mais aussi ça va être assez stressant parce que tous les week-ends on va espérer que les joueurs ne se blessent pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à NordVPN qui me soutient, je vous rappelle que vous avez mon code et mon lien en description. Je le rappelle, ça mange pas de pain, mais on n'oublie pas le like, le partage, l'abonnement, la cloche et un petit commentaire si vous avez envie de me faire plaisir. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, bye l'Ovalie.